Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Donc, dernière partie de matière pour cette année, c'est l'énergie potentielle élastique. Donc, on va faire des liens évidemment avec les comportements des ressorts, avec la constante de rappel, avec la force de rappel dans les ressorts. Donc, quand on a parlé au chapitre 8 d'énergie potentielle, on faisait référence à une variation de position des corps. L'énergie potentielle gravitationnelle dépendait de la hauteur par rapport au centre de gravité. L'énergie cinétique également impliquait une variation de position. Donc, pourquoi les ressorts sont capables d'emmagasiner une énergie potentielle, eux également? C'est qu'ils vont être capables de changer de longueur. Donc, quand on fait varier la longueur d'un ressort, on va donc modifier la position de l'extrémité du ressort. Donc, s'il y a une variation de position, il y aura donc eu un travail d'effectuer. Puis quand il y a un travail d'effectuer, soit que le corps a gagné de l'énergie ou a libéré de l'énergie. Donc, l'énergie potentielle élastique, identifiée grand E, PE, va être une énergie qui va être associée à la force de rappel du ressort. Et évidemment, on va considérer le déplacement du bout du ressort, donc l'élongation ou la compression du ressort. Donc, cette énergie-là, c'est une énergie qui pourra être transférée à un système quand on va lutter contre la force de rappel d'un ressort. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand je cherche à allonger le ressort, je devrais appliquer une force qui va s'opposer à la force de rappel du ressort et le déplacement que je serai capable de faire au bout du ressort, ce sera le travail qui aura été effectué. Et quand il y a un travail, il y a un gain d'énergie qui peut être attribué. Donc, il faudra calculer l'énergie potentielle élastique en fonction du travail qui va avoir été effectué sur le ressort, donc en fonction de la force et de la déformation du ressort. Donc, ce qu'on vous indique à la figure 9.5, c'est que quand la force est constante, vous le voyez ici en pointillé rouge pour une certaine valeur de force efficace, quand la force est constante et qu'on est capable de déterminer la variation de position, le déplacement, quand on fait l'air sous la courbe de ce rectangle-là, on obtient le travail qui a été effectué. Donc, la formule du travail, c'était la force multipliée, la force efficace multipliée par le déplacement. Donc, pour une certaine force, si on a un déplacement, on va être capable de mesurer le travail. La difficulté qu'on a quand on s'intéresse à la force élastique, puis à l'énergie potentielle élastique, c'est que la force n'est pas constante. Donc, je vous rappelle que quand on cherche à étirer le ressort, plus il est étiré, plus il faut de force pour continuer à faire varier sa longueur. Donc, quand on vient placer cette force-là dans un graphique, la variation de position, l'élongation ou la compression de notre ressort va changer en fonction de la force qui va s'appliquer et ça va nous donner plutôt un triangle plutôt qu'un rectangle. Donc, quand on va vouloir mesurer le travail qui a été effectué, à nouveau, on va vouloir faire le calcul de la force multipliée par le déplacement. Et puisque la force n'est pas constante, puisque la force varie en fonction de l'élongation, on va chercher l'aire sous la courbe d'un triangle. Les deux variables qu'on va utiliser, on va utiliser à nouveau le déplacement. Et pour mesurer la force, on va aller chercher la formule de la force de rappel, qui était la constante de rappel multipliée par la variation de position. Donc, si on se réfère à ce graphique-là ici, on s'aperçoit que pour trouver le travail effectué par la force de rappel, on va faire la variation de position, delta x, multipliée par la force, qui va être la constante de rappel, fois delta x. Et on va diviser ça par 2, parce qu'on a affaire à un triangle. Donc, si on fait la force de rappel multipliée par delta x, multipliée par delta x, et tout ça divisé par 2, on obtient 1/2 K fois delta x à la 2. Et ça, c'est la formule pour calculer l'énergie potentielle élastique qui est emmagasinée dans un ressort. Donc, plus on comprime le ressort, plus on doit travailler pour réussir à comprimer le ressort. Donc, et plus le ressort va emmagasiner une énergie potentielle élastique importante. Donc, vous avez
ici un exemple de calcul dans lequel on va venir modifier la longueur d'un ressort. Donc, vous allez avoir une variation de position que vous allez pouvoir utiliser. On vous donne la valeur de la constante de rappel du ressort et on va se demander quelle est l'énergie potentielle emmagasinée dans ce ressort-là. Ces calculs-là d'énergie potentielle élastique vont venir s'ajouter à ce que vous connaissiez déjà sur l'énergie mécanique. Parce que l'énergie potentielle élastique est une forme d'énergie mécanique. Donc, on avait que l'énergie mécanique était l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle gravitationnelle. On s'était parlé de ça au chapitre 8. Il faut donc maintenant ajouter que l'énergie mécanique est le total de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle gravitationnelle plus l'énergie potentielle élastique que vous êtes maintenant capable de mesurer. Évidemment, la notion de conservation d'énergie reste vraie. Donc, si on tourne à la page suivante, vous aviez la loi de la conservation de l'énergie mécanique d'abord dans un système isolé. Donc, on s'était dit que l'énergie mécanique initiale était toujours égale à l'énergie mécanique finale. Donc, ça devient que l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle gravitationnelle initiale plus l'énergie potentielle élastique initiale va être égale à l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle gravitationnelle finale plus l'énergie potentielle élastique finale. Dans un système non isolé, on vient simplement ajouter l'idée d'un travail extérieur, d'un travail extérieur, qui est la plupart du temps dû à la friction. Donc, ça vous permet de faire des problèmes qui deviennent un petit peu plus complexes, comme l'exemple que vous avez dans le bas de la page 202, dans lequel vous devrez considérer une masse qui va avoir une énergie potentielle gravitationnelle, qui a, si elle est immobile, une énergie cinétique qui est nulle, mais qui va se transformer, l'énergie cinétique qui va augmenter à mesure que la masse va se déplacer, elle va gagner de l'énergie cinétique, elle va perdre de l'énergie potentielle gravitationnelle, et à partir d'ici, cette masse-là va commencer à comprimer le ressort, donc elle va continuer à descendre, elle va perdre à nouveau de l'énergie potentielle gravitationnelle, elle va ralentir, elle va perdre de l'énergie cinétique, et cette énergie-là sera transformée en énergie potentielle élastique dans le ressort qui va se comprimer. Donc, vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour réussir à faire les problèmes du chapitre 9. Je vous souhaite un bon travail.